sionistes, enfin, il y a beaucoup de débats comme ça qui sont possibles. Voilà. En tout cas, personnellement, je suis antisioniste, et je dirais même, avant même d'être à l'UGFP, puisque les premières occasions de lutter pour la Palestine, ça remonte à la guerre de 6 jours, en 1967, où je me souviens à Strasbourg de voir distribuer des tracts dans un restaurant universitaire juif, et où, bien sûr, comme on peut le penser et deviner, j'ai été légèrement bousculé, on va dire. En 1982, pour compléter rapidement cet autoportrait, pour la première fois, alors j'étais antisioniste, mais pas en tant que juif. J'étais antisioniste parce que j'étais militant d'extrême gauche depuis un peu avant 1967. Et il se trouve qu'en 1982, vous vous rappelez peut-être, c'était l'invasion du Liban par les troupes sionistes. Là, c'en était trop. Et avec quelques amis, on était 6 ou 7, tous juifs d'ailleurs, ou juifs, à Strasbourg, on s'est décidé pour la première fois à manifester notre antisionisme en tant que juifs. Et c'était un tournant, un événement, parce qu'habituellement, évidemment, avant, ce n'était pas du tout ça qu'on faisait. Et pourquoi on a fait ça? En fait, c'est le sionisme, c'est l'État d'Israël qui nous obligeait, et ses amis en France, en Europe, comme le CRIF, c'est eux qui nous obligent à nous définir en tant que juifs, pour la simple raison, on nous reviendra sûrement, que le CRIF en France, mais il y a l'équivalent un peu partout, aux États-Unis, dans d'autres pays européens, mais en France c'est particulièrement grave et prégnant. Le CRIF prétend, qui est donc le conseil représentatif, enfin qui se dit représentatif des institutions juives de France, il prétend parler, quand il parle, dans l'opinion publique, c'est celui qui parle souvent, et dans des médias auxquels on n'a pas accès, nous autres, en général, il parle au nom, dit-il, des Juifs de France. Et c'est déjà une escroquerie, parce que le CRIF rassemble certes un certain nombre d'associations qui peuvent être soit religieuses, soit laïques, et donc, en réalité, il ne parle qu'au nom des membres de ces associations, et pas au nom de tous les Juifs, parce que tous les Juifs, évidemment, et c'est loin d'être le cas, ne sont pas membres, la plupart des Juifs en France ne sont membres d'aucune organisation juive, ni celles qui sont dans le CRIF, ni l'UGFP. Bon, nous sommes quelques centaines en France, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est important pour justement faire cette distinction et pour ne pas laisser croire que parce qu'on est juif, on est automatiquement aux côtés des criminels de guerre israéliens, et ceci depuis l'instauration de l'État qui se dit juif et démocratique. On verra qu'il y a une légère contradiction dans ces termes. Alors, j'en viens, on m'a demandé de traiter à la fois de la question de savoir s'il y a une fascisation de l'État d'Israël, parce qu'il y avait un point d'interrogation, mais la question qui m'a été suggérée, et en même temps de parler de la question du BDS, du boycott des investissements sanctions, aussi bien en Israël qu'en Palestine, bien, et aussi de dire un petit mot de la politique de notre président François Hollande. Alors je vais essayer de faire ça, mais en insistant surtout sur le premier point, c'est-à-dire la question de l'éventuelle fascisation de l'État d'Israël. Alors, je précise que j'ai choisi explicitement, parce que le sujet est beaucoup trop vaste, j'ai choisi explicitement de m'attacher à un certain nombre de lois. Il y en a 31 exactement, mais rassurez-vous, je ne parlerai pas du tout, de lois et de projets de loi qu'on peut qualifier de discriminatoires, principalement à l'égard des 20% de population palestinienne qui sont des citoyens d'Israël et qui, comme vous le savez sans doute, ne jouissent pas du tout des mêmes droits que les Juifs. Donc je donnerai le contenu d'un certain nombre de ces textes de loi. Certaines sont des lois déjà existantes, d'autres sont des projets, et on verra qu'effectivement, en Israël, il y a des débats, et parfois la Cour suprême casse des lois ou des décisions qui sont prises par d'autres instances. Donc, de toute façon, on ne peut pas dire que c'est le fascisme, parce que sinon, il n'y aura pas de Cour suprême pour casser un certain nombre de choses qui, à nos yeux, sont tout à fait antidémocratiques. Alors, avant ça, je ne résiste pas sur la question justement d'une éventuelle fascisation à faire état
d'un symptôme qui me paraît effectivement grave. Alors j'ai tiré ça d'un texte d'Alain Grèche, qui écrit souvent le monde diplomatique, et qui date de mars 2014, pardon. Et Alain Grèche qui parle du ministre des Affaires étrangères, M. Avigdor Lieberman. Son parti s'appelle Israël Beitenu, c'est-à-dire Israël notre maison. En parenthèse, Avigdor Lieberman, il n'est pas sabra, il n'est pas né là-bas en Israël ni en Palestine. C'est un Ukrainien dont le métier là-bas était videur de boîte de nuit. Et on peut dire de cette façon qu'il n'a pas changé de travail, puisque maintenant il se fait videur de Palestiniens. Alors Avigdor Lieberman, effectivement, dans son programme, il était déjà question il y a quelques années de déporter les Palestiniens en Jordanie. Il disait qu'il n'y a pas besoin de créer un État palestinien, parce qu'il y en a déjà un, c'est la Jordanie. Effectivement, il y a une majorité de Palestiniens, de gens venus de Palestine qui habitent la Jordanie. Voilà, mais enfin, c'est évidemment pas la solution. Et là, de manière plus précise, il parle cette fois-ci de ce que les Israéliens appellent arabes israéliens, mais que moi j'appelle, et je vous demande aussi de le faire en général quand vous en parlez, palestiniens citoyens d'Israël. Parce que ça, c'est c'est une grande entourloupe qui vient de la part de l'État d'Israël, des gouvernements qui soient de gauche comme de droite, c'est de considérer que ces gens que nous nommons les Palestiniens, qui vivent en Palestine depuis très longtemps, qui existaient dans l'Empire ottoman, et qui avaient des institutions d'une société civile dès le début du XXe siècle, comme le raconte très bien, par exemple, Elias Sambar dans tous ses bouquins, eh bien, ce sont les Palestiniens. Or, les Israéliens les appellent toujours arabes, sous-entendu, c'est les envahisseurs. C'est eux qui ont envahi le territoire. Donc nous, les Juifs, nous sommes là depuis 3, 4 ou 5 000 ans, je ne sais pas exactement, quand est-ce qu'ils font démarrer ce processus. Alors, Lieberman, c'est même pas le ministre le plus d'extrême droite dans le gouvernement actuel de M. Netanyahou. Il y a pire, un certain Naftali Bennett, du parti qui s'appelle le Foyer Juif. Et donc, ce monsieur, Lieberman, a demandé à ses conseillers au ministère d'étudier la possibilité, alors là je lis le texte de Grèche, donc préparer un avis juridique autorisant le transfert des régions israéliennes du triangle et des douaniers arabes, majorité arabe, à un État palestinien, si un tel État voyait jamais le jour. Et un peu plus loin, on voit donc qu'il s'agit de rien moins que d'un transfert. Alors, une petite parenthèse linguistique, en hébreu, je me suis laissé dire que le mot qu'on traduit en français transfert, c'est le mot qui signifie aussi déportation. Voilà, alors toute déportation n'est pas suivie de la mort des gens, heureusement, mais quand même, quand M. Lieberman dit transfert, l'hébreu dit qu'il s'agit de déporter. Alors, non seulement donc les Palestiniens en Jordanie, comme je l'ai dit avant, mais également les Palestiniens citoyens d'Israël, théoriquement, de les déporter dans un futur État palestinien. Si je voulais faire un peu d'humour peut-être déplacé, je dirais que comme de toute façon Israël va empêcher qu'il y ait un État palestinien, donc au moins ce risque-là de se retrouver dans un État palestinien s'annule de lui-même. Enfin, c'est peut-être pas très drôle pour les populations concernées. En tout cas, ce qu'on peut dire pour terminer sur ce point, c'est que ça souligne bien que Israël tend de plus en plus, ça c'est depuis que la droite est venue dans les différents gouvernements, parce qu'avant il y avait les travaillistes, bon après c'est le Hérout, la droite, les différents partis de droite, aujourd'hui ça continue, et chaque gouvernement israélien, et chaque Knesset, c'est-à-dire chaque Assemblée nationale israélienne, est de plus en plus à droite, et même à l'extrême droite. Bon, M. Lieberman, on pourrait le comparer à Jean-Marie Le Pen ou à sa fille bien-aimée. Donc voilà, il s'agit en fait d'aller de plus en plus vers un État ethniquement pur, où il n'y aurait que des Juifs. Alors bien sûr, il y a des Juifs blancs, noirs, bruns, il y a ceux qui viennent du Maghreb, il y a ceux qui viennent des États-Unis. Donc en général, les Israéliens disent mais non, vous voyez, on n'est pas du tout raciste, et puis c'est pas ethniquement pur, vous n'avez qu'à regarder des gens dans les rues à Jérusalem et à Tel Aviv. Effectivement, mais quand on dit un État ethniquement pur, ça veut dire qu'il n'y aurait que des Juifs. Et comme si le judaïsme était une ethnie, comme s'il y avait un peuple juif, dans le monde entier. Bon, c'est ce que démolit Shlomo Sand en particulier. Et donc, ce n'est pas une question de couleur de peau ou autre, ou d'origine
nationale telle ou telle, mais une sorte d'ethnie juive. On n'est pas loin, entre parenthèses, des définitions nazies des juifs. Hein. Et d'ailleurs, on peut voir ça aussi dans la définition de qui est juif en Israël. Alors, ceci dit, je vais juste donner quelques-uns. Alors, avant de donner des détails de quelques-unes de ces lois, donc ces projets de loi discriminatoires, bon, je les ai trouvés sur le site extrêmement bien fait d'une association, une ONG palestinienne, qui siège à Jérusalem et qui s'appelle Adala. Donc je vous recommande vivement ce site-là. Voilà. Et donc ce que je dis date de octobre 2012. Enfin, il passe en revue des lois jusqu'en octobre 2012. Bon, depuis, il a pu y en avoir d'autres. Enfin, ça s'achevait à cette date-là. Alors, il s'agit pour toutes ces lois, ces projets de loi, hein, de déposséder les Palestiniens de leurs terres, de les exclure du pays, de transformer leurs éventuels droits, quand ils en ont, en privilèges conditionnels. 3. De limiter leur participation à la vie politique, aussi bien en tant que citoyens et d'élus. En parenthèse, j'étais pour la seule fois de ma vie en Israël et en Palestine en 2004, donc il y a 10 ans, et j'ai pu entrer à la Knesset avec des amis, et j'ai compris rencontrer. Enfin, à part Ariel Sharon, que j'ai croisé à la cantine du Parlement, il était encore vivant, mais j'ai également été dans le bureau du député arabe israélien, enfin palestinien israélien, Azmi Bishara, qui était venu d'ailleurs à Strasbourg des années avant. Et vous le savez peut-être, Azmi Bishara, c'est évidemment un nationaliste palestinien, mais qui s'était fait élire à la Knesset. Mais peu après, je ne me souviens plus exactement quelle année, il a été chassé, en fait, de son poste de député. Hein, c'était un député comme un autre. Hein, il a été élu aux mêmes élections que les Juifs. Bon, mais il a été chassé et sous le prétexte, si je me souviens bien, qu'il avait fait un discours anti-israélien quelque part en Syrie. Et depuis, il peut mettre les pieds dans ce qui était quand même son pays et où il était député. Bon, imaginez la même chose en France. Déjà là, c'est des choses assez inquiétantes. Alors ensuite, donc limiter la participation des citoyens palestiniens à la vie politique. Alors, vous le savez sans doute, les Palestiniens ne sont pas appelés à faire leur service militaire. Probablement que les gouvernements israéliens ne les considèrent pas comme des citoyens suffisamment fiables et aptes à défendre leur nation ou leur État. Mais ça a une conséquence assez grave, cette chose-là, c'est qu'il y a un certain nombre d'avantages que les citoyens israéliens obtiennent dans la mesure où ils ont fait leur service militaire. Donc vous voyez que là, déjà, il y a une discrimination par le service militaire. Hein, vous ne faites pas votre service militaire, bon, c'est l'État qui décide que les Palestiniens ne sont pas suffisamment, ils n'ont pas confiance en eux, donc ils sont dispensés. Mais du coup, il y a plein de choses qui leur échappent aussi dans la vie sociale, professionnelle, etc. Bien, donc ça, vous voyez comment déjà ça fonctionne dans le régime d'apartheid pour une catégorie de population qui représente quand même 20%. Hein. C'est 1 sur 5, c'est pas rien. Hein. Bon, alors il y a aussi la criminalisation d'un certain nombre d'actes de parole, et il y a le fait, alors oui, c'est privilégier les juifs israéliens pour les allocations de l'État, donc c'est le point que j'ai dit avant, c'est lié à la question de faire ou pas son service militaire. Alors, il faut savoir quand même que, bon, je ne dirais pas que l'État d'Israël c'est un État fasciste, je ne sais même pas s'il envoie une fascisation, d'ailleurs je ne sais même pas si le terme fascisation est bon. En tout cas, ce que je sais, ça c'est certain, c'est qu'il y a un certain nombre à la fois de choses qui s'y passent, des actes de la part du gouvernement, de la part des institutions, de la part de la police, etc., et de la part d'une partie même de la population d'extrême droite, qui alors sont complètement contraires au fonctionnement d'un État démocratique comme nous le connaissons encore dans notre propre pays. Alors, et il y a aussi ce que j'ai dit avant, la question de la Cour suprême. Alors, pour donner un exemple qui est très récent, les Israéliens avaient décidé il y a quelque temps de construire un grand camp de concentration dans le sud du désert, du Sinaï, qui s'appelle Hollot. Il y avait, paraît-il, il était prévu qu'il puisse rassembler 10 000 personnes. Alors, pas des personnes à peau blanche, mais des personnes à peau noire, c'est-à-dire des Africains
qui cherchaient refuge. Alors ils traversaient l'Égypte, enfin ils venaient de leur pays, l'Éthiopie, les autres pays de la corne ouest de l'Afrique, et ils cherchaient refuge, ils traversaient l'Égypte, ils traversaient les parties désertiques, et puis ils allaient en Israël, donc de même qu'il y a des Maghrébins qui viennent par la Méditerranée ou par l'Espagne, qui essaient de venir en France ou en Grande-Bretagne d'ailleurs. Or, il faut savoir que donc ce camp, alors il y a d'une part il y a un véritable racisme, on peut même dire, alors il n'apparaît pas comme un racisme d'État parce qu'on entend parfois M. Netanyahou critiquer des manifestants vraiment fascistes, comme il y en a eu là, cet été, hein, il y a eu des manifestations fascistes qui étaient ouvertement anti-noirs, où ils criaient les Soudanais au Soudan, par exemple, hein, les Éthiopiens en Éthiopie, etc. Je ne parle pas ici des falachas, c'est-à-dire c'est des juifs éthiopiens qui, eux, avaient été, comment dire, importés en Israël il y a déjà plus longtemps par une opération tapis volant, comme ils disent les Israéliens, hein, puisque c'était là les tribus perdues, celles qui avaient connu comment dire, la reine de Saba, Salomon, etc. Ça remonte à la plus haute antiquité, avec une grande part mythologique certainement. Bon, ceux-là, c'est des juifs. Et vous les voyez, effectivement, dans l'armée. Personnellement, quand j'étais dans un checkpoint pour aller en Cisjordanie, un territoire occupé, je me suis retrouvé alors, avec des centaines de gens coincés dans ces grillages qui partout nous font passer comme des bestiaux, n'est-ce pas, de l'autre côté. Et ben, j'ai été face à une jeune falacha qui était sur un truc en béton comme ça, avec son ousil à la main, et qui surplombait absolument tout le monde. Je me suis dit à ce moment-là, mais comment ils font les Palestiniens autour de moi, les jeunes, les vieux, les enfants, les femmes qui devaient attendre des heures parfois sous le soleil et la pluie, mais comment ils font pour supporter la morgue de cette jeune-là bon, et il faut savoir qu'en plus en Israël, parmi les juifs, il y a aussi du racisme. C'est-à-dire en haut, on pourrait dire, parodier un peu les seigneurs, bon, c'est les Ashkénazes, personnellement je suis Ashkénaze, donc juif d'origine allemande. En dessous, il y a les séfarades, ça c'est les juifs qui viennent du Maghreb ou des autres pays arabes, du Moyen-Orient, les Irakiens, etc. Bon, déjà, entre les séfarades et les Ashkénazes, il y a un certain mépris de la part des Ashkénazes contre les séfarades. Mais en dessous des séfarades, il y a encore plus bas, si je puis dire, il y a justement les falachas, c'est juste des juifs qui sont noirs, de peau. Alors ceux-là, c'est des... Bon, et puis en dessous, il y a encore, bien sûr, il y a les Palestiniens, ou alors, bon, enfin, après, on ne trouvera plus des animaux, des chiens et des chats, pour être le bas d'échelle, si je puis dire. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques... Alors, donc les lois, souvent, dont je vais parler maintenant un peu plus en détail, elles essayent de contourner justement le jugement parfois démocratique de la Cour suprême. Alors, je parlais de Holod, j'ai oublié de dire que justement, la Cour suprême israélienne a récemment exigé la fermeture du camp de rétention ou de concentration de Holod. Bon, tant mieux, mais je ne sais pas ce qui va arriver avec des dizaines de milliers de Noirs, je ne sais pas, des Noirs qui ne sont pas juifs, et qui sont simplement des réfugiés, des immigrés, des sans-papiers, comme on en connaît aussi pas mal dans notre propre pays. D'autant plus que, comme je l'ai dit, il y a eu vraiment des manifestations telles qu'on n'en voit même pas en France. On sait qu'il y a beaucoup de fascistes en France, mais ils n'osent pas encore, pour l'instant, ça viendra peut-être, mais ils n'osent pas encore organiser des manifs où ils diraient, bon, les nègres dehors, les Marocains au Maroc, etc., etc. Bien. Voilà. Alors, donc, ces lois, d'ailleurs, ne sont pas nouvelles. Si on avait vraiment beaucoup de temps, on pourrait remonter à la création même de l'État sioniste, en 1948. Il y a eu tout de suite des lois qui restreignaient les libertés et qui, au fond, essayaient d'implanter l'idée que l'État d'Israël, c'est un État juif, et pour les juifs, par les juifs, etc. Bien. Alors, voilà. Donc je rentre un petit peu, je vais vous donner quelques éléments, mais pas tout, bien sûr, de ces lois. Alors, par exemple, la numéro 1, concernant les terres des réfugiés et des déplacés. Ces terres peuvent être vendues à des personnes privées sans qu'il y ait la possibilité pour les propriétaires de demander restitution. Alors, il y a un organisme israélien qui s'appelle JNF, Jewish National Fund, qui gère en fait 93% des terres en Israël. Bon, un Palestinien ne peut pas acheter de terre en Israël. C'est comme une espèce de propriété d'État qui appartient au peuple juif en général. D'une certaine façon, j'en suis aussi copropriétaire
bien malgré moi. Puisque le peuple juif, pour les dirigeants sionistes, c'est pas seulement les juifs israéliens, c'est tous les peuples, c'est tous les juifs du monde. Hein. Et comme je le racontais tout à l'heure à quelqu'un, si demain, par malheur, je décidais d'aller en Israël, et étant donné que j'ai une mère juive, et aussi un père juif d'ailleurs, je pourrais automatiquement recevoir un passeport israélien. Pas de problème, hein. Je vous garantis que je ne le demanderai pas. Et alors qu'il y a je connais à Strasbourg des Palestiniens, des Palestiniennes qui sont nés là-bas, avant 48 ou après 48, mais qui ne peuvent pas mettre les pieds dans leur pays, mais qui ont pourtant, comme on l'a souvent vu, la clé de leur maison encore, qui est habitée par d'autres si elle existe encore. Donc voilà un peu, là on voit bien quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, peut-être pas du fascisme, mais en tout cas d'une sorte d'apartheid, de coupure. Il y a les juifs qui ont tous les droits, même s'ils n'ont aucun rapport avec le Proche-Orient, ce qui est mon cas, puisque je suis de famille alsacienne depuis des dizaines de générations, mais demain je peux être israélien si je le veux, sans aucun problème, alors qu'un Palestinien né là-bas ne peut pas retourner dans son pays, même pour une période de vacances de 15 jours. Alors, deuxième loi, le ministère des Finances peut confisquer des terres pour des projets publics. Bon, voilà, c'est toujours un bon prétexte. Les anciens propriétaires ne pourraient les réclamer qu'au bout de 25 ans, mais ils ne pourraient plus les réclamer si l'État a transmis les terres à un tiers. Vous voyez, c'est très bien organisé. Alors, ça permet en particulier, alors il y a une troisième loi qui dit que qui concerne les établissements individuels sauvages. Alors, on a vu ça dans le film tout à l'heure, vous savez, des sionistes qui viennent des États-Unis installent un mobil-home quelque part sur le territoire palestinien, et puis après, bon, on leur branche l'électricité, le gaz, et puis après ça devient du solide, et l'armée les protège, etc. Et c'est comme ça que peu à peu ils grignotent la Palestine historique. Alors justement là, donc ces établissements individuels sauvages, en particulier dans le Negev, cet amendement permet qu'ils soient reconnus officiellement. Alors ça ne concerne pas les Bédouins, parce que vous savez, on a beaucoup parlé des Bédouins du Negev, qui ont encore des villages, Al-Araki, qui a été rasé 20 fois peut-être, mais les Bédouins restent. Hein, ils ont compris qu'il ne faut pas s'en aller, ils logent sous de la tôle, sous des trucs en tissu, mais ils ont décidé qu'ils ne bougeront pas. Alors que l'État d'Israël veut les regrouper dans 3 ou 4 villes, sorte d'établissements néocoloniaux, hein, qui seraient gérés effectivement par les Israéliens. Alors, il y a aussi par exemple le cas alors c'est la loi numéro 7 là, que j'ai regardé, des petites communautés dans le Negev, Nakab en arabe, et en Galilée, enfin la Galilée, Judée, oui la Galilée. Vous savez, il y a des noms aussi, il y a des guerres linguistiques. Hein. Ce que nous appelons, nous autres amis de la Palestine, la Cisjordanie, les juifs israéliens et les juifs, les sionistes ici en France, ils appellent ça Judée et Samarie. Hein. C'est les noms anciens qu'on trouve dans la Torah. Donc il faut faire très attention aux mots qu'on emploie. Hein, donc il faut employer les mots, hein, pour le dire, c'est-à-dire les mots pour dire notre solidarité avec le peuple palestinien et pas les noms des sionistes. Donc ces comités, alors c'est très, très subtil comment c'est fait, toujours pour écarter les Palestiniens israéliens, les Palestiniens d'Israël. Hein. Donc il y a des petites communautés dans le Nakab, dans Galilée, ils ont des comités d'admission qui sont libres de rejeter les gens qui veulent y vivre. Alors à quelles conditions? S'ils ne conviennent pas, ça c'est une citation, hein, s'ils ne conviennent pas à la vie sociale de la communauté, au tissu social et culturel de la ville. Alors comme la loi en Israël interdit, on voit que c'est vraiment vicieux derrière, la loi en Israël interdit théoriquement l'exclusion des personnes en raison de leur race, leur religion, etc., nationalité ou genre, comme en France. Hein. Mais justement, ce critère qu'ils appellent de non-adaptation sociale, citation, hein, permet de contourner la loi. Vous voyez comme c'est fait très subtilement. Hein. Donc théoriquement la loi elle est aussi antiraciste ou anti-genre, enfin contre la distinction de genre, ou etc., ou des couleurs de peau, mais hop, il y a un petit machin qui permet de contourner la loi. C'est vraiment bien fait, on peut dire. Alors, quelques autres exemples. Tu me dis si je suis trop long. Bon. Voilà.
Alors, oui, autre petite chose comme ça, vicieuse, concernant les allocations parentales, comme les allocations familiales chez nous. Elles ne sont pas versées pour les enfants non vaccinés. Alors là aussi, ça concerne en fait les Bédouins. Parce que comme la plupart des Bédouins n'ont pas accès aux soins, et bien du coup, voilà, ils ne sont pas vaccinés, et du coup, ils ne bénéficient pas des allocations familiales. Vous voyez comme tout est très bien organisé. Alors, je vais un peu plus loin. Alors là, il y a des choses qui ne concernent pas seulement les Palestiniens d'Israël, mais qui peuvent concerner aussi les Juifs israéliens qui sont solidaires des Palestiniens. Bon, c'est le cas de plusieurs associations. Moi, quand j'étais en Israël et en Palestine il y a 10 ans, j'ai vu par exemple, comment il s'appelait, Jeff Halber, un juif d'origine américaine, et qui est le dirigeant d'une association de médecins pour les droits de l'homme, et avec qui que j'ai accompagné un jour en territoire occupé, où ils allaient installer plusieurs cabinets médicaux, une pharmacie pour soigner les gens, etc. Ce qui prouve que la coopération, la collaboration entre les Juifs et les Palestiniens, musulmans, chrétiens, ne pose aucun problème. Et d'ailleurs, on a été très bien reçus dans cette municipalité, parce qu'on ne venait pas avec des hackers, ou des tanks, des missiles ou des choses comme ça, mais on venait apporter une solidarité médicale. Et donc, voilà. Il n'y a aucun problème. Donc il y a pas mal d'associations à Jérusalem ou à Tel Aviv où il y a à la fois des Juifs israéliens et des Palestiniens qui peuvent être chrétiens ou musulmans. Donc ces associations, c'est pas bien, c'est l'horreur ça pour les gouvernements israéliens. Et donc ils ont sorti des lois exprès contre ça. C'est-à-dire que je donne deux là. Par exemple, oui, alors il y a par exemple les organisations qui nient l'existence d'Israël en tant qu'État juif et démocratique, on y reviendra, ou qui commémorent le jour de l'indépendance, donc en avril ou mai 48, mai 48, ouais, comme un jour de deuil, puisque c'est en même temps le jour de la Narba. Évidemment, si vous commémorez la Narba au lieu de commémorer l'indépendance, or il y a aussi des juifs israéliens qui commémorent comme nous la Narba, et pas l'indépendance d'Israël, qui est vraiment le colonialisme en place, eh bien, le financement est coupé pour ces associations. Bon, par exemple, voilà, il y a aussi l'instauration, il y a quelques années, d'un serment de loyauté pour les demandeurs de citoyenneté, pour les Israéliens, donc loyauté à Israël comme État juif, sioniste et démocratique. Alors, même Mahmoud Abbas, je pense, malgré toute sa bonne volonté pro-israélienne, ne voudrait pas signer une telle chose, parce que c'est signer l'arrêt de mort de la Palestine, tout simplement. Alors, je voudrais dire un mot à ce sujet, sur ce fameux État juif et démocratique. Bon, là, je m'inspire de Michel Warshawski, notre camarade, qui expliquait ça très bien. Et il dit ça en une formule, que je trouve très parlant. Il dit, oui, État juif et démocratique, Israël, c'est un État démocratique pour les Juifs et juif pour les Palestiniens. Voilà. Et bon, c'est ce qu'on appelle en français une philosophie, c'est un oxymore, parce que si les Juifs, ça veut dire que, bon, c'est un État que pour les Juifs, c'est ce qu'ils veulent actuellement, le gouvernement de Netanyahou, et donc c'est un État, comme je disais tout à l'heure, en quelque sorte ethnique, même si ça ne tient pas compte de l'origine nationale des gens qui sont arrivés en Palestine, qui s'appelle maintenant Israël pour une bonne part. Quelle que soit leur origine, qu'ils soient des citoyens, des Souchiens qui sont là depuis longtemps, des Gaulois, avec des grandes moustaches blanches, ou bien les gens venus d'autres pays et qui sont devenus français il y a 10, 15, 3 ou même une génération. On est tous français, c'est l'égalité des droits pour tous. Voilà. Donc juif et démocratique, il y a une impossibilité complète. Si les juifs, c'est pas un État démocratique, et s'il est démocratique, du coup il est plus juif. Or, comme le projet sioniste, depuis le congrès de Bâle à la fin du XIXe siècle, c'est de trouver quelque part un foyer national juif où les juifs seraient entre eux et où enfin, croit-il, ils ne seraient plus soumis à la haine des nations, ils vivraient tranquillement entre eux, etc. Eh bien, voilà, c'est ce projet-là. Et plus ça va, plus l'État d'Israël se définit et exige même de la part de ceux qu'il a expropriés et qu'il exproprie tous les jours sous nos yeux,
qu'ils le reconnaissent comme État juif. Vous voyez bien qu'il est rigoureusement impossible à quelques Palestiniens que ce soit, à moins de travailler pour la police ou l'armée israélienne, il y en a quelques-uns malheureusement, enfin ils ne sont pas nombreux heureusement, eh bien c'est impossible pour un Palestinien de reconnaître que l'État juif, que l'État d'Israël est un État juif, autant se tirer une balle dans la tête. Bien, je vais peut-être arrêter, oui, 10 minutes, ouais. Alors je vais peut-être, je regarde juste si elle n'a pas l'une ou l'autre qui est particulièrement gratinée, mais je vais aussi parler de cette question maintenant. Ouais, oui, c'est pas grave, on va laisser ça. Bon, c'est juste pour avoir le. Oui, alors il y a par exemple des ONG qui peuvent aussi déclarer des subventions qu'elles reçoivent de l'étranger. Hein. Donc, si telle association de Belfort envoie de l'argent pour soutenir une ONG qui agit en faveur de la Palestine, et bien cette ONG, du coup, elle va avoir quelques problèmes avec le ministère de l'Intérieur israélien. Mais par contre, à l'inverse, si les organisations juives sionistes en France envoient de l'argent à des associations juives israéliennes, aucun problème, bien entendu. Vous voyez, là aussi, on retrouve toujours cette division, cet apartheid, ce racisme, ce deux poids deux mesures. Bon, après, on pourra le qualifier comme on l'entend. Alors, bon, je crois que j'ai. Oui, l'avant-dernière, la France, par exemple, une loi qui permet d'égaliser rétroactivement une colonie construite sur des terres privées palestiniennes. Toute construction qui reçoit l'approbation de l'assistance de l'État est considérée comme étant sur des terres de l'État. Vous voyez, on voit bien ici que, en fait, le projet sioniste a toujours été, en fait, de s'emparer de toute la Palestine. Et y compris aujourd'hui, ceux qui ne comprenaient peut-être pas il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, je pense que maintenant on a tous les éléments pour comprendre que les soi-disant négociations d'une quinzaine d'années, ça ne pouvait rien donner. Et l'idée d'un État palestinien indépendant, à côté de l'État d'Israël, bon, c'est la loi internationale, c'est l'ONU qui l'a dit, dès 1948, et le redit dans toute une série de résolutions, etc. Et nos gouvernements, les États-Unis, comme ça en parole, disent oui, on est toujours pour un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Bon, sauf que déjà la résolution 242 exige depuis 1967 que Israël évacue tout ce qu'il a conquis à l'époque, c'est-à-dire rien moins que Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, future capitale, si ça arrive un jour, de l'État palestinien. Et je ne parle pas du Golan, le plateau syrien qu'ils ont carrément annexé. Bien. Donc, quand on regarde les cartes sur Internet, c'est facile de voir que, en fait, il y a de moins en moins de place. Même Arafat avait accepté, je crois, sur 22% du territoire palestinien historique, de créer un État. Bon, mais c'était encore trop, semble-t-il, pour les sionistes. Bon, aujourd'hui, on doit être à 12%, enfin, ou 15% peut-être. Bon, mais qui peut croire qu'il peut y avoir un État indépendant palestinien viable sur un territoire aussi dispersé d'ailleurs que Jérusalem-Est, la Cisjordanie, avec tous les checkpoints qui entrent, avec toutes les colonies construites exprès pour couper la Palestine encore plus en 3, 4, 5, 6, 10, 15 morceaux et à empêcher la circulation, parce que vous le savez peut-être, là-bas, il y a des routes qui sont pour les juifs israéliens et des routes pour les autres. Moi, j'ai emprunté comme ça un jour une autoroute même, une route de 2 fois 2 voies. C'était avec une voiture qui avait une plaque israélienne, et c'était comme une autoroute chez nous, quoi, une 2 fois 2 voies. Et à un moment, on a dû s'arrêter. Il y avait un barrage militaire. Et la bordure en métal là, qui est au bord de cette autoroute, elle était ouverte. Et là, on a dû prendre un taxi palestinien, voilà, en Cisjordanie, en territoire occupé, et par un chemin de terre, je ne vous décris pas la chose, on a mis 1 heure, alors que le village était normalement à 1 km, mais avec des tours et des détours, etc. Donc là aussi, il y a une telle, on l'a vu dans le film, une telle défiguration du territoire palestinien, une telle, il est complètement transformé, défiguré, et il y a des morceaux qui sont
bon, il y a des routes juives, quoi, il y a des routes pour les autres, quoi. Hein. Et vous imaginez bien que les routes qui ne sont pas juives, bon, elles ne sont pas terribles pour la circulation. Voilà. Alors, bon, je vais arrêter avec ce point-là, et simplement, mais sans abuser de votre patience, un petit mot, alors d'abord, parce que c'est le plus court, à propos de notre président François Hollande. Alors, je retrouve. Voilà. Alors, vous vous souvenez probablement que quand il y a eu ce massacre contre les Gazoui cet été, à l'issue, à la fin de la première semaine de bombardement, où il y a eu déjà des centaines et des centaines de morts et de destructions sans nom, il y a eu un communiqué de presse qu'on trouve sur le site de l'Élysée. Alors, comme il est bref, je vais vous le dire, ça vous rappellera peut-être quelque chose, ou vous l'entendrez si vous ne l'avez pas entendu. Donc, le président de la République a eu ce soir un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Il lui a exprimé la solidarité de la France face aux tirs de roquettes en provenance de Gaza. Il lui a rappelé que la France condamne fermement ces agressions. Il appartient au gouvernement israélien de prendre toutes les mesures pour protéger sa population face aux menaces. Et ça se termine ainsi. Le président de la République rappelle la nécessité de prévenir l'escalade des violences. Moi, je ne sais pas vous, mais moi j'appelle ça tuer, tout simplement. Hein. Et effectivement, les Israéliens, qui n'ont d'ailleurs pas besoin du permis de tuer du président Hollande, ni de personne d'autre, ont continué jusqu'à atteindre les morts que vous savez et les destructions que vous savez. Alors certes, comme il y a eu quand même une certaine émotion en France, et des manifestations par milliers, par dizaines de milliers partout dans le pays, hein, à Strasbourg par exemple, on a organisé 3 grosses manifestations où il y avait 2500 à 3000 personnes chaque fois. Ce qui est gros hein, pour Strasbourg. Ça faisait longtemps qu'il fallait remonter aux manifs quand il y a eu la guerre en Irak, en Afghanistan, pour avoir des manifestations sur des sujets internationaux aussi importants. Bon, malheureusement, je le dis là, parce que c'est un peu pareil dans la salle, il y avait beaucoup d'amis, beaucoup de jeunes, pas tellement de ce qu'on appelle à tort ou à raison de sous-chiens, n'est-ce pas bon, comme si le fait d'être un Français dont les grands-parents sont nés au Maroc ou en Syrie ou en Irak rendait plus sensible au malheur des Palestiniens. Moi, c'est quelque chose franchement, qui m'énerve, qui me dégoûte même. Hein. Ça me dégoûte de voir qu'il y a si peu de Français, de France, voilà, ce chien, qui ne sont pas nés, même en remontant plusieurs générations ailleurs qu'en France, et qui se préoccupent si peu de la situation des Palestiniens. D'autant plus en Alsace, c'est-à-dire un argument que je donnais dans d'autres assez bons Alsaciens, on leur rapporte qu'ils avaient été annexés par les nazis, et que, après tout, ça n'avait pas été une promenade de santé, et que tout le monde condamne cette annexion, pire que l'occupation en France, une annexion, parce que l'Alsace et la Moselle étaient devenus nazis, quoi. L'éducation nazie, l'encadrement des jeunes, des femmes, etc. Bon, alors je ne compare pas exactement Israël au nazisme, c'est pas la même chose, mais quand même, ça devrait quand même donner une certaine sensibilité pour se mettre à la hauteur des malheurs des autres et protester à la fois contre Israël et contre l'Union européenne et les États-Unis qui ne bougent pas le petit doigt pour secourir nos amis de Palestine. Alors, pour terminer, si vous voulez, juste un mot sur le BDS. Alors, non pas en France, mais en Israël et en Palestine. Bon, le BDS a été lancé par 170 organisations palestiniennes et au début, ça n'a pas marché très fort, chez nous en France en particulier. Dans d'autres pays un peu mieux, les pays du Nord par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas de boycott des investissements et sanctions. Et il faut croire que ça a son effet, hein, même si on ne va pas couler l'économie, enfin nous les consommateurs, je parle, on ne va pas couler l'économie israélienne, mais quand même, il y a une certaine inquiétude, on le sent, et on peut avoir des échos des chambres de commerce, la chambre de commerce France-Israël, par exemple, qui est en lien avec les gens là-bas au pays, en Israël, on peut trouver des informations comme quoi quand même il y a une certaine inquiétude. Une inquiétude d'autant plus grande lorsque c'est pas des citoyens comme nous,
Mais quand c'est des pays, par exemple la Norvège, ou d'autres pays, ou en Grande-Bretagne, ou des universités, comme aux États-Unis, qui lancent des boycotts universitaires. Bien. Donc il faut savoir que, malgré la difficulté, en Israël aussi, il y a du boycott. Je vous donne juste un exemple que j'ai trouvé, qui date d'ailleurs de 2010, donc il n'est pas récent. Le titre, c'est 150 universitaires et artistes appellent au boycott des spectacles qui se déroulent dans les centres d'art qui sont justement dans les colonies israéliennes en Palestine. Bon, on trouverait d'autres exemples. Concernant la Palestine elle-même, là, bien que ce soit les Palestiniens qui aient lancé le boycott, on sait que le président Mahmoud Abbas, il semble pas très favorable, ou plus directement, j'ai soulevé un texte, mais je vais vous résumer ce qu'il dit. En gros, il dit, oui, boycotter les produits qui viennent des colonies, d'accord, mais hors de question de boycotter les produits qui viennent d'Israël. Alors, ça recouvre d'ailleurs, je le dis en passant, un débat qui existe aussi en France entre un certain nombre d'organisations, dans la mienne, du GFP, parce que nous, on appelle à boycotter non seulement les produits des colonies, mais aussi les produits israéliens. Et pas seulement les produits comme les oranges, les avocats ou les produits de beauté à Hara ou des choses comme ça, mais on appelle aussi au boycott sportif, au boycott universitaire et au boycott culturel. Mais attention, il y a quand même une condition, c'est-à-dire que nous, on boycotte tout ce qui vient, un spectacle qui se produit en France, ou un film qui passe en France, israélien. C'est pas systématique le boycott que nous on avance. On avance qu'il faut boycotter à la condition que ce spectacle ait le soutien soit de l'ambassade d'Israël, de l'État d'Israël, mais par l'ambassade ici, soit d'organisations comme les différentes communautés juives ou d'organisations sionistes ici en France. Dans ce cas-là, on appelle à boycotter. Et bien sûr, on ne va pas appeler à boycotter les films de notre camarade Eyal Sivan, un grand cinéaste israélien qui habite en France, et il est clair que lui, quand on peut voir ses films, il ne reçoit évidemment aucun soutien du gouvernement israélien ni d'aucune organisation sioniste. Voilà. Donc il faut savoir que même en Palestine, même en territoire occupé, il y a des Palestiniens qui boycottent non seulement les produits qui leur sont volés dans les territoires occupés, mais aussi les produits israéliens. Et ce n'est pas toujours très simple, parce que vous voyez bien, en ce moment, on voit que il y a une mini-ouverture à Erez, c'est-à-dire vers Gaza, il y a des canons de ciment qui passent, oui je finis, il y a des canons de ciment qui passent, enfin pas assez pour reconstruire des dizaines de milliers de bâtiments publics et privés qui sont détruits. Et puis je sais pas, j'ai lu récemment, par exemple, les Palestiniens, ils aimaient bien les yogourts israéliens, et alors il y a des personnes qui disent, ah ben non, il faut les rejeter et produire nos propres yogourts. Voilà. Bon, c'est pour terminer sur ce mot-là. Merci de votre attention. Je vais passer tout de suite la parole